bien, très bien. Bienvenue à cette table ronde Habiter le monde en féminisme. C'est un plaisir pour moi d'animer cette table ronde avec à ma gauche Chris Blash, Pascal Lapaluche, Émilie Noteris et Myriam Barafou. Je vais les présenter dans un instant. Je voudrais juste dire en introduction que cette table ronde est co-organisée entre le Centre des politiques de la Terre et la Cité du genre, et que nous sommes très heureuses d'être là pour terminer ce colloque. Je voudrais remercier particulièrement Anne-Sophie Milon, Nathalie Blanc, ainsi que Wen Jingguo et Virginie Bruno, merci, sans lesquelles cette table ronde n'aurait pas été possible. Alors, les intervenants de notre table ronde, Chris Blash et Pascal Lapaluche, sont toutes deux cofondatrices de Genre et Ville, qui est un bureau d'études genre et urbanisme qui produit des réaménagements de l'espace urbain dont elles vont nous parler. Chris est anthropologue urbaine, socio-ethnographe, et Pascal, diplômé en sciences politiques et en géoarchitecture et design urbain. À ma droite, j'ai le plaisir aussi de vous présenter Émilie Noteris, qui se définit comme travailleuse du texte, et cela sur de multiples supports, science-fiction, écriture d'anticipation, essais, traduction, notamment de textes écoféministes, attachés aux questions de féminisme, homosexualité, transcendance queer et bien d'autres encore. Et à ma droite également, Myriam Barafou, philosophe féministe, militante écoféministe, autrice du livre « Des paillettes sur le compost ». Elle s'intéresse à la perspective écoféministe et décoloniale et aux questions interespèces et de justice climatique, entre autres thématiques. Donc notre format va être dynamique. Nous allons avoir 3 moments d'échange sur 3 thématiques, sur 3 questions avec nos intervenantes, suivies bien sûr d'un moment de débat avec la salle. Donc pour commencer, habiter le monde en féministe, vaste question évidemment. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous expérimentez cette question à partir des espaces que vous fréquentez, à partir de vos pratiques de travail ? Comment est-ce que vous vous situez personnellement par rapport à ces questions, ce qui sera aussi une occasion pour nous de mieux comprendre votre parcours. Chris. Merci Isabelle, bonjour à toutes et tous. Alors on va plus déjà poser le sujet, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on intervient quelque part, la première chose qu'on dit, c'est qu'on est d'abord et avant tout politique. On ne peut pas se présenter comme une agence d'urbanisme lambda pour travailler sur ces sujets, puisqu'on fait face à un environnement que je vais qualifier de système capitalo-hétéropatriarcal. Alors hétéro au sens hétéronormatif de dualité hiérarchisée, on est bien d'accord. Et donc, face à ce système-là, on est obligé face à ce corpus de discrimination systémique, on doit avoir cette démarche féministe intersectionnelle. Donc voilà, ça c'est le point de départ de notre positionnement, quel que soit le contexte. Donc, avant de proposer des préconisations, quand on arrive sur le terrain, il s'agit d'expliciter les mécanismes Enfin, nous, ce qu'on souhaite, c'est expliciter les mécanismes de domination, donc de tout ce système-là, questionner la complexité de ce système, et puis montrer aussi qu'il n'y a pas un, mais des féminismes, et nous sommes très attentives à l'exploitation qui peut être faite du terme lui-même et des récupérations étatiques aussi. Alors, je vais paraître très critique sur l'institutionnel, mais je crois que c'est un point important parce que le féminisme est parfois dévoyé et les actions le sont, et je vais le démontrer un peu plus loin. On voit que le pouvoir a une grande capacité à phagocyter les combats féministes, les mouvements en général, à les désactiver, voire à les utiliser à d'autres fins. Pour commencer, je parlerai par exemple de la thématique de la sécurité. La sécurité dans l'espace public est centrale dans les politiques du féminisme institutionnel. Alors, on peut parler d'égalité salariale, de toutes sortes de choses. On n'y arrive jamais trop, mais quand on arrive sur ce système-là, sur la question de la sécurité, tout d'un coup, ça devient central, ça devient important. Alors nous, ça nous interroge parce qu'on a l'impression que cette approche qui dévoie d'une certaine façon la question de l'accès à la ville, de mettre ce prisme-là enferme.
Et c'est une approche d'une part très descendante, hein, qui enferme les femmes dans une position victimaire, infantilisée, qu'il faudrait aider. Elles sont enfermées dans un rôle de subordination, d'assujettissement. On va faire pour elles et on va les protéger. Donc on est bien encore les femmes et les enfants d'abord, d'une certaine façon. Hein. Actualité titanique. Pardon. Oh. Désolée. Et surtout, cette approche, mais comme ça vous détend un peu. Cette approche utilise le droit des femmes pour atteindre d'autres objectifs moins vertueux, comme installer plus de surveillance et de panoptique dans la ville, cibler certaines catégories d'hommes comme plus dangereux, hein, les jeunes hommes des quartiers, les hommes à la rue, les hommes en migration. Les femmes sont ainsi utilisées à leur insu pour des objectifs peu vertueux et qui ne résolvent en rien les discriminations systémiques qu'elles subissent. Donc c'est pour montrer que nous, on est toujours là à être le poil à gratter, à essayer de rentrer et de faire caisse de résonance en tant qu'activistes politiques et féministes pour faire donner à voir cet envers du décor et chercher à déconstruire tous ces récits institutionnalisés. C'est un point très important. Alors, je passe la main à Pascal. Je pense que ça devrait être bon. Eh bien, bonjour aussi à toutes et à tous. Merci de votre accueil et d'être là un vendredi après-midi alors qu'il fait si chaud et qu'on serait bien au bord de la Seine. Traditionnellement, la posture de l'urbaniste est liée aux politiques. C'est une sorte en fait de bras armé, ça a été conçu comme ça, un bras armé sur l'organisation de l'espace et sa rentabilité économique. Et développer un urbanisme féministe, j'ai du mal à le dire parce que c'est très récent qu'on puisse effectivement utiliser de façon institutionnelle ce terme. C'est autant l'emploi dans d'autres pays, dans les pays anglo-saxons, mais pas que, dans les pays du Sud aussi. Mais par contre, en France, dès qu'on entend le mot et on accole urbanisme et féminisme, alors là, ça devient grinçant. Donc il y a un côté radical, il y a un côté attention à ce qu'elles vont développer. Mais c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, ça commence à rentrer un petit peu. Et cet urbanisme féministe, c'est d'abord faire face, comme le disait Chris, à une vision androcentrée de nos modes de vie, de notre organisation spatiale. Chaque portion de territoire porte des fonctions distinctes. Et le tout est empreint de hiérarchie, de compétition entre eux. Compétition entre les métropoles, compétition entre les territoires ruraux et les territoires urbains, compétition entre le construit et le naturel. Je renvoie à tous ces champs-là. Historiquement, le capitalisme hétéropatriarcal, ça on va le répéter plein de fois aujourd'hui, a imposé la séparation sexuée des sphères privées des sphères publiques. C'est là le cœur un peu du sujet. Mais aussi ce qui engendre les discriminations territoriales, les formations de ghettos, que ce soit des ghettos de pauvres ou des ghettos de riches. La domestication des espaces verts. On ne parle pas d'espace naturel quand on est en espace urbain. On parle d'espace vert. Et dans la tête des gens, l'espace vert, c'est 2 arbres et un peu de pelouse verte. Ce n'est pas ça, la nature. Ni la nature en ville, du moins. Les discriminations sont aussi liées aux mobilités, au transport et à l'accessibilité des espaces. Les villes nouvelles éloignées des centres urbains qu'on a créés il y a quelques décennies, mais les quartiers aussi. Hein, il me reste 1 minute, mais j'irai jamais au bout. Si. Après la parole revient. Oui, tout à fait. Eh bien, on appelait les enfants, les femmes et les vieilles qui restaient dans ces espaces-là les veuves vertes. Donc voilà aussi. Donc les urbanistes sont tous occupés avec les politiques à densifier, à patrimonialiser, à protéger, à sécuriser. Et ils en oublient le vivant. Le vivant, c'est le mouvement d'abord, hein, la vie, le mouvement. C'est une organisation chaotique. C'est un oxymore qui ouvre des portes sur des alliances infimes et infinies. Et les humains sont encadrés, surveillés. Avec Jean Réville, donc, on rentre dans une opposition avec un urbanisme policé, sécuritaire, c'est ce que disait Chris, pour introduire la complexité, non pas celle des normes, des cadres techniques, mais celle... l'urbanisme cherche finalement, que l'on préconise, c'est de devenir sensible, de devenir humble et de chercher à être généreux. On ne fait pas pour, on tente de faire avec. J'ai plus de temps, c'est ça? Mais je vais vous repasser la parole après. D'accord, tout va bien. Sur cette question. Émilie, est-ce que vous voulez nous dire d'où est-ce que vous expérimentez cette question d'habiter le monde en féministe? Oui, alors moi, j'ai pas écrit à proprement parler de communication, mais juste pour
expliquer d'où je viens. Je viens plutôt du champ pratique, c'est-à-dire que j'ai fait des études d'art, j'ai été diplômée des arts appliqués et des arts décoratifs, donc en art espace, ça veut dire que j'ai eu une pratique plutôt sculpturale, photographique et vidéo. Et au sortir de l'école, pour raisons matérielles, je me suis mise à l'écriture, puisque j'étais hôtesse d'accueil et que je ne pouvais plus bénéficier d'un grand studio pour créer des sculptures. Donc j'ai basculé, mais ce n'est pas un basculement spectaculaire, de la création artistique à la création littéraire, sachant que je ne fais pas un pont et une séparation radicale entre les deux. Par ailleurs, mon travail d'écriture circule également entre différents genres, que ce soit l'écriture dite de fiction ou la recherche théorique, donc plutôt dans le champ féministe, enfin pas plutôt, dans le champ féministe et queer. Donc je travaille de manière générale à casser des formes de binarisme et de séparation arbitraire qui opposent en général la pratique à la théorie, le monde réel au monde imaginaire, la nature à la culture, etc. J'ai écrit un livre qui s'appelle La fiction réparatrice et qui s'intéressait justement à regarder de plus près ces couples binaires qui étaient formés et par lesquels, qui constituaient une grille par lesquelles on regarde le monde, et expliquer que dans différents champs, que ce soit en histoire, en écologie, en philosophie, en art, il y a des pratiques de décloisonnement et ce ne sont pas des couples qui sont opérants pour regarder le monde. Je me définis par ailleurs comme travailleuse du texte, comme ça a été signalé. Alors c'est vraiment pour insister sur le caractère matériel en fait de l'opération, sur ce que ça recouvre, que l'écriture n'est pas un talent qu'on aurait comme ça à la naissance et puis qu'on s'amuserait à distribuer, à répandre sur le monde, mais plutôt qu'il s'agit d'un travail. Et ça, je pense que c'est aussi une définition qui pour moi a un sens particulièrement féministe, puisque ça vient répondre à une forme de talent, d'élitisme qui fermerait des horizons dès le départ. Et en fait, si l'écriture est vraiment reconsidérée en termes de travail et d'activité, ça veut dire qu'elle est aussi accessible d'une certaine manière à une population plus vaste, sachant que évidemment les conditions matérielles et la précarité existent, donc ça ne veut pas dire que les choses sont possibles et que tout va se dérouler naturellement. Mais je donne beaucoup d'ateliers d'écriture, par exemple, et en termes d'action féministe, le fait de montrer que les choses sont possibles, d'utiliser, par exemple, dans les livres, la citation non pas comme validation académique du savoir acquis, mais plutôt comme espace de dialogue entre des penseuses, des chercheuses. Alors, je dis au féminin, après, je n'exclus pas forcément les hommes, mais bon, je suis dans le champ féministe, donc en général, c'est plutôt des femmes au sens non biologique et restrictif du terme, mais comment des dialogues et des discours peuvent traverser les ouvrages en termes d'intertextualité et aussi expliquer, par exemple, comment on arrive à connaître quelque chose. C'est-à-dire que moi, quand j'écris un livre, si j'utilise une discussion avec une amie ou si une personne me conseille un livre, je le note en note de bas de page pour rendre visibles les réseaux de la fabrique du livre, qui n'est pas une activité solitaire et séparée du monde, mais qui au contraire est une forme de collaboration, même si à la fin il y a un titre d'ouvrage et un nom d'auteur ou d'autrice. En réalité, la fabrique du livre ne correspond pas à cet imaginaire-là de mythologisation de l'auteur. Alors je dis auteur volontairement au masculin qui aurait un savoir prédéfini et puis qui le donnerait à lire. Donc moi, mes actions féministes, elles sont plutôt ancrées dans cette pratique, en fait, à la fois d'écriture et de transmission par des ateliers. Comme je dis, je viens du champ pratique de l'art, donc j'essaye aussi de ne pas rester cantonnée à un univers qui serait uniquement théorique, mais d'aller me frotter à la pratique et d'enclencher des travaux d'ordre plus performatif ou collaboratif. Et puis peut-être, pour résumer plus précisément les choses qui m'occupent peut-être aujourd'hui, même si ce sont des prémices, je suis non pas inscrite encore en thèse, mais en cours d'inscription en thèse avec Ouria Bentouami, qui est philosophe à l'université de Toulouse Jean Jaurès. Et le projet de cette thèse, ça s'appelle « La fonction fabulatrice, pratique messagère mensongère des contre-histoires féministes ». Donc c'est vraiment partir de cette fonction fabulatrice qui vient de Henri Bergson, et justement comment la fonction fabulatrice soutient l'organisation des sociétés, et finalement quel est le rôle
quel est le rôle des fictions nationales, des fictions sociales, et peut-être tendre à réparer cette séparation qu'on peut faire entre d'un côté la pratique de l'imagination, de la formation de récits et leurs effets sur la société de manière directe. J'ai été invitée il n'y a pas longtemps à France Culture et puis j'ai été coupée par la présentatrice qui, au bout d'un moment, on parlait de littérature, m'a dit on va peut-être arrêter de parler de littérature parce qu'il faudrait qu'on passe à quelque chose d'un peu plus pratique. Moi, justement, je pense que agir sur les imaginaires et proposer des récits, c'est-à-dire donner la possibilité à d'autres personnes qui n'ont pas la parole aussi de former des récits, peuvent agir directement sur le monde. Donc, il n'y a pas de séparation à faire entre, d'un côté, une activité qui serait uniquement régie par le cerveau et de l'autre côté, le corps qui serait actif d'une manière complètement séparée. Merci infiniment, Émilie, pour cette entrée en matière très, très stimulante. Myriam, comment expérimentez-vous, comment habitez-vous le monde en féministe ? Je suis assez impressionnée par la capacité à avoir des propos extrêmement denses et synthétiques de mes collègues ici présentes. J'espère pouvoir faire la même chose, je ne vous promets rien. Je vais m'accrocher aux mots. Je pense que c'est bien de faire ça parce que sinon je vais partir n'importe où. Habiter en féministe, pour moi, c'est ce dont vous avez parlé juste un peu plus tôt sur la dimension, la dualité privé-public. Moi, je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à réfléchir à ce que ça voulait dire habiter. Parce que, vu mon parcours et qui je suis en termes purement sociologiques, et vu où j'ai grandi, etc., j'ai réussi à revaloriser en fait les espaces intérieurs, les espaces domestiques, les espaces privés comme des espaces d'habiter en fait. Et comme des espaces politiques, ça vous l'avez aussi dit. Et ça, ce qui m'a aidé à faire ça, c'est les écoféminismes. Enfin, ce sont les écoféminismes, mais ça aurait pu être d'autres choses. Enfin, les écoféminismes et la théorie décoloniale. Quand je fais ça, c'est juste que je réfléchis à des mots précis, hein, je ne suis pas perdue. Mais je sais que ça ne va pas avec ce qu'on nous demande, parce qu'on est censé parler vite, clairement, en vous regardant, en étant intéressant et intéressante, et que vous soyez avec nous comme ça, mais c'est pas si facile. Je disais, écoféminisme, trucs décoloniaux, oui, voilà. M'ont appris à penser l'habiter à partir du territoire. Et en fait, pour moi, les deux parlent de territoire, mais d'une manière qui n'est pas simple et qui n'est pas monolithique. En fait, je dis théorie décoloniale, même le mot théorie ne fonctionne pas, en fait. Hein, c'est les histoires, les discours, il y a plein de manières de dire. En anglais, c'est plus simple, mais bon, on va se tenir à théorie décoloniale. Apprennent que la notion d'habiter est toujours, en fait, une notion conflictuelle. C'est toujours un espace de déchirement, un espace de morcellement. Encore une fois, dans mon parcours personnel, c'est très difficile pour moi, par exemple, de me dire qu'est-ce que ça veut dire que d'habiter, étant donné que je suis issue d'une histoire de la colonisation, de l'immigration, de la précarité, où en fait le logement et l'habiter, le fait d'être sur un territoire est tout sauf simple. Donc quand je vois un peu les politiques, en tout cas les grands mots de l'écologie aujourd'hui, un peu mainstream, où on nous invite à habiter le vivant de manière presque un peu harmonieuse et retrouver le sens de la vie comme ça. Il y a des choses qui me paraissent extrêmement peu politisées en fait là-dedans. Et les écoféminismes, c'est pareil en fait. Et j'emploie ce mot au pluriel avec beaucoup de... Enfin, j'y tiens beaucoup, parce que justement, les écoféministes nous apprennent d'une certaine manière à penser le monde de manière plurielle. Mais même la théorie féministe, en fait, ça n'est que ça, hein, d'une certaine manière. C'est de dire nos existences et nos savoirs sont situés. Situés, ça veut dire qu'ils sont issus d'une histoire et d'une perspective particulière. Et ça ne diminue en rien la rigueur de ce que je suis en train de vous raconter, ça ne diminue en rien le caractère scientifique de ce qu'on vous raconte, mais ça fait simplement que c'est incarné, en fait, quelque part. Et quand on part de ça, pour moi, déjà, la définition de l'habiter, elle est beaucoup plus... spécifique, beaucoup plus locale en fait d'une certaine manière. Et donc de proposer une espèce de définition un peu universelle de l'habiter, ou qui serait qu'est-ce que c'est que habiter en féministe, c'est presque antinomique pour moi d'une certaine manière avec ma pratique écoféministe et décoloniale, parce que je ne vise que en fait à fissurer d'une certaine manière cette histoire-là d'habiter. Et pour parler de ça, je ne peux pas vous parler... Non, voilà pourquoi je parle de ça. Ça, c'est ce pourquoi je suis, et ce contre quoi je suis dans cette histoire d'habiter, c'est... l'idée d'habiter, qui peut être aussi véhiculée par l'écologie, ou en tout cas certains mouvements de l'écologie aujourd'hui, comme une espèce d'appel à un âge d'or écologique, où on aurait plus ou moins habité la Terre de manière naturelle et harmonieuse, et où en fait aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, ultra-industrialisées, capitalistes, patriarcales, ce que vous voulez, on aurait un peu perdu ça, en fait. On serait arrivé dans des espaces où plus rien n'est habitable, l'anthropocène en fait, finalement. Enfin,
je vais pas dire ça n'est que ça, mais déjà l'idée que voilà, il y aurait une patte humaine comme ça à peu près partout, il n'y a plus rien de disponible. Et plus, enfin, voilà. Moi, tout ça, je trouve que ça me fait chier un peu, je trouve. Pardon, on peut dire ça. Désolée. Non, mais parce que je suis juste contre. Ça me plaît pas trop les pensées de l'âge d'or, en fait. Pas du tout, même. Je crois qu'en termes d'histoire et en termes d'imaginaire, ça peut fonctionner. Enfin, moi, je suis sensible à ça dans comment ça peut me nourrir. Mais quand on veut faire des politiques concrètes où on mobilise, en fait, ces imaginaires-là, ça me paraît très dangereux, voire violent, voire, je vais dire les gros mots, écofasciste. Quand on dit que voilà, il faudrait purifier, en fait, d'une certaine manière, nos rapports au monde pour advenir à cette véritable manière d'habiter. Qui est en fait souvent extrêmement privilégiée, où vous pouvez acheter une yourte en pleine campagne ou faire votre éco-village avec tous vos potes et vous avez claqué 200 000 € chacun et c'est super, vous allez révolutionner le monde. Pardon, mais parfois c'est un peu ça quand même qui sort. Mais ce que je vais dire là-dedans, c'est que du coup, pour moi, fantasmer un âge d'or, un retour à, en fait, ça fonctionne pas. C'est pas comme ça que j'habite, mais plutôt j'habite avec le trouble, pour paraphraser ou répéter une grande philosophe qui me nourrit beaucoup. Et à côté de ça, pour moi, l'habiter dont je parle est contre aussi ce que Malcolm Ferdinand appelle l'habiter colonial, et qui est donc une manière donc très historique de voir comment on habite le monde, qui est devenu... oui. Merci. À la modernité coloniale pendant les premières vagues de colonisation, etc. Là, je vais super vite. Où, en fait, la façon d'habiter le monde a profondément changé en mettant, finalement, en subordination et en esclavage beaucoup de catégories et beaucoup de populations non humaines. Dans ces catégories de population, il y avait... elles étaient considérées comme non humaines, mais il y avait également des humains, en fait, dedans. Et du coup, cette espèce de subordination et d'assimilation et de standardisation du vivant a donné lieu, en fait, à ce que Malcolm Ferdinand appelle l'habiter colonial. Donc, pour moi, pour désactiver, en fait, ou pour contrer l'habiter colonial, je suis, d'une certaine manière, stratégiquement, j'emploie, en fait, les écoféminismes, j'emploie les façons de revaloriser, en fait, des espaces intérieurs, des espaces domestiques. Je m'intéresse beaucoup à l'interne, en fait. Comment les espaces militants s'organisent, qu'est-ce qu'on fait dans le micro, en fait, plutôt que des grandes politiques d'habiter, et notamment extérieures. Mais ça nous fera peut-être dialoguer avec les urbanistes, parce que je crois qu'il y a beaucoup à nourrir là-dessus, par exemple. C'est pas forcément antinomique, mais voilà, c'est là où je me pose. Et j'ai évidemment dit peut-être 30% de ce que je voulais vous raconter, mais c'est normal. Merci Myriam, il y aura encore 2 tours de parole, donc on va arriver à 90% et avec le débat à 100%. Je me tourne vers vous, Émilie, peut-être pour repartir plus ou moins là où vous vous étiez arrêtée, quand vous nous disiez que pour vous, il n'y avait pas de séparation entre le texte, l'imaginaire d'un côté et puis la réalité de l'autre. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi est-ce que votre travail, votre sensibilité féministe, à travers ce travail du texte, personnel et collectif, conteste et cherche à transformer ces manières dominantes d'habiter le monde? Où est-ce que ça fait mal? Où est-ce que ça appuie dans votre travail? C'est-à-dire, quelles sont les stratégies? C'est à la fois quelles sont les stratégies et qu'est-ce qui pose problème, en fait, pour vous? Qu'est-ce que vous contestez, finalement, à travers votre travail? Peut-être pour prendre des exemples de livres, de chantiers dans lesquels j'ai essayé de mettre en œuvre d'autres manières de faire. Il y a un ouvrage en particulier qui s'appelle Alma Matériaux, qui était un livre en critique d'art, pour lequel j'ai eu une bourse en critique d'art pour l'écrire. Parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai fait des études d'art, mais dans le cours de ces études, qui étaient pratiques, néanmoins j'avais des cours théoriques, mais à aucun moment, aucune histoire, aucune généalogie en tout cas d'artistes femmes ne m'avait été proposée. Donc il n'y avait pas de femmes, il n'y avait pas de personnes racisées, il y avait majoritairement des hommes blancs, et je pense que ça a participé aussi d'une certaine manière à ma fuite de l'art contemporain en sortant de l'école. Et je me suis dit que j'allais écrire à un moment donné le livre que j'aurais aimé avoir quand j'étais étudiante, c'est-à-dire retracer des généalogies d'artistes femmes, alors à la fois des personnes qui ont pu être amies ou qui pouvaient être de la même famille, ou des familles composées, des familles affinitaires, électives, ou des familles fantasmées que moi je refabriquais après coup. Donc ça, c'est un exemple de comment on reconstruit des histoires, et puis également sortir d'une zone dite de confort avec des connaissances qui seraient immédiatement disponibles. Mais aussi, je suis partie à la recherche d'histoires d'artistes
afrodescendantes, alors américaines, britanniques, écossaises. Et j'ai commencé à dédoubler aussi mon rapport à certains motifs d'invisibilisation des femmes dans l'histoire de l'art et à interroger des pratiques d'artistes afro-américaines et afro-britanniques. Et donc à mettre au travail, au défi aussi de mon écriture des présupposés et des engagements à la fois féministes et antiracistes. Je ne dis pas décoloniaux parce que moi j'entends beaucoup de personnes blanches employer ce terme pour qualifier leur travail. Et moi j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est-à-dire que antiraciste, ça va, je pense que je peux assumer, mais je considère que c'est pas à nous d'endosser en tout cas cette position et tout au plus parler de pratiques décoloniales et s'intéresser à des personnes qui le mettent en action, mais pas s'approprier ce terme en tout cas. Ça me paraît important. Voilà, donc ça c'est un exemple comme ça de chantier, mais plutôt dans le monde de l'art que j'avais pu mettre en avant. J'ai travaillé aussi sur les violences policières. Alors on peut penser que c'est éloigné, mais c'était... j'ai écrit un livre qui s'appelle Ma chronique, les choses qui n'existent pas existent quand même, et qui était un relevé des violences policières sous l'ère Macron, qui pourrait tout à fait se prolonger aujourd'hui, mais qui a été circonscrit dans le temps et qui s'est arrêté au moment de la pandémie. Mais aussi interroger cette violence et ce racisme systémique et cette misogynie et le sexisme inhérents à la loi, à la fabrique de la violence. Donc ça, c'est des exemples d'objets comme ça que je peux mettre en action et je ne sais pas si on appelle ça des positions stratégiques, hein, mais peut-être, pourquoi pas. Et puis là, j'ai parlé de ce nouveau projet de thèse, qui en fait est un projet de livre, mais qui, pour des raisons de possibilité d'intervenir et d'être embauché dans des écoles, m'oblige à soutenir une thèse, envisager de le faire alors que j'ai 44 ans et voilà, je me retrouve bloquée, je peux pas, j'ai du mal à enseigner. Donc je me suis dit que j'allais faire ça. Et ce projet sur la fabulation, enfin sur la fonction fabulatrice, c'est quelque chose qui vient de Bergson, comme je l'ai dit, mais qui fait écho aussi à une théoricienne qui s'appelle Saidiya Hartman, historienne américaine, qui travaille sur le pouvoir justement de la fabulation quand il y a un manque d'archives, c'est-à-dire que les archives suivent le récit maître et finalement font disparaître la voix des personnes qui ont subi des violences, et comment on fait quand on a historiquement plus de traces. Voilà, donc il y a aussi ces opérations de réécriture et de fabulation qui viennent donner des voix et resituer des histoires quand il y a un manque ou quelque chose n'est pas là. Je crois que quelqu'un a dit tout à l'heure qu'on ne trouvait que ce qu'on cherchait, et je pense que c'est important de chercher plus loin, justement, de dépasser les objets de recherche et de donner une chance pour trouver des choses même qui n'existent pas, enfin, qu'on pense ne pas pouvoir exister. C'est passionnant, merci beaucoup. Myriam, contre quoi est-ce que vous réagissez? Qu'est-ce que vous cherchez à transformer? Quelles normes est-ce que vous bousculez? Cette yourte à 200 000 €, ces écofascistes, qu'est-ce qui est le centre de votre contestation? C'est la liste là, c'est ça. Non, mais je peux parler un peu dans ma pratique, parce que j'ai pas tant parlé de ça. En fait, c'est intéressant ce que tu disais sur la pratique et la théorie, et puis cette espèce de binarité là qu'on fait encore, et que, en fait, on a beaucoup de mal à comprendre, parce que dans la vie, personne n'est comme ça, en fait. Enfin, personne n'est complètement théorique ou complètement pratique, ça n'existe pas. Et toute théorie a besoin de pratique, et toute pratique est éminemment soutenue et mobilisée par des théories. Du coup, moi, je crois que dans mon parcours, ça se formalise par le militantisme et la carrière universitaire. Le fait même que je mette des guillemets, je trouvais très symptomatique de ce qu'on m'a appris à penser. Bref. Mais oui, quand même, ça fait 10 ans maintenant, on peut dire ça. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les deux peuvent communiquer. C'est une des raisons pour lesquelles je suis partie de France et que je fais mon travail aujourd'hui à moitié, voire aux 3/4 au Canada ou en Amérique du Nord. Mais en fait, quand on se penche un peu, c'est assez triste et étonnant. Il y a énormément de chercheuses racisées en France qui, pour parler de colonisation, pour parler d'histoire coloniale, notamment française, ont dû en fait délocaliser. On leur a gentiment dit que ça n'avait rien à faire ici et que de toute façon, l'université française était
victimes d'islamo-gauchisme et de wokisme, ces grands mots qui ne veulent rien dire, et que du coup, elles n'ont pas intérêt à étudier là. Et donc, voilà, moi, je suis partie en partie pour ça, mais je continue à revenir et je suis toujours basée en France d'une certaine manière. Et du coup, c'est un peu les frottements entre les deux, moi, qui m'intéressent, et les importations et les voyages. Et voilà, et je dirais les outils de traduction. Je pense mais là, je suis en train de dire pourquoi je suis et pas contre quoi je suis. Mais du coup, je pense que je suis contre les manières justement très standardisées. En fait, toi, tu dis catégoriser, moi, je dis standardiser. En fait, je pense qu'on dit un peu la même chose. De faire des disciplines, de faire de la science, de faire de la connaissance, et sans pour autant dire que tout doit se mélanger dans tout, dans une espèce de joyeuse bouillie comme ça, un peu indistincte philosophique. Mais je crois qu'on manque beaucoup de traducteuristes, en fait. Et au sens large du terme. On manque de dispositifs qui permettent à des espaces de parler entre eux, en fait. Et on en aboutit à des aberrations comme l'écoféminisme qui arrive à l'université et qui n'est fait que par des philosophes, en fait. Ou qui n'est fait que par des théoriciennes qui racontent de l'histoire de l'écoféminisme. Enfin, il y a plein de choses qui me... Ouais, je sais pas comment dire. Non seulement c'est pas ma place, mais en plus je pense qu'on fait pas bien à cet endroit-là, et que si on commence à traduire ou à proposer des dispositifs de rencontre, en fait, on arrive à une forme de savoir qui est beaucoup plus intéressante, parce que beaucoup plus complexe, et encore une fois beaucoup plus située. Et de faire parler les différents types de situations ou de personnes... ou de groupes situés entre eux, c'est ça, en fait, l'objectivité. En tout cas, c'est ça la science, je crois, à un endroit. Ou la connaissance. Du coup, je dirais que je lutte ardemment, ou je suis vraiment contre cette manière très sèche, très catégorielle, très hiérarchisée, en fait, de penser le monde, de penser, même de faire de la philo, en fait, aujourd'hui, où, en fait, on se prive d'espaces hyper importants. Je pense à l'espace de l'art, par exemple, et pareil, ce que tu disais sur l'écriture, l'art, etc. Enfin, je pense vraiment qu'on bénéficierait beaucoup, en fait, aujourd'hui, de rencontres artistiques ou d'espaces artistiques qui rencontreraient d'autres espaces plus théoriques, au moins dans des objectifs, on va dire, de production de la connaissance. Donc ça, c'est plus dans mon truc entre militantisme et université, quoi. Et si je dois mobiliser des concepts, alors celui de Pluriver, par exemple, d'Arturo Escobar, qui est un théoricien décolonial, pourrait bien représenter ce que j'aurais envie de faire dans les études et l'académie, quoi, parce que lui, il en parle aussi, en fait, comme une forme de discipline, et il tire ça, enfin, en fait, les plurivers de chez Escobar, ou en tout cas le fait d'avoir une espèce de multi-connaissance comme ça, ne peut venir. Alors, je dis rencontre, et je dis il faut rencontrer l'autre. Ça peut paraître un peu bateau comme ça. Enfin, non, mais c'est un peu nul, en fait. C'est pas ça que je veux dire. C'est que vraiment créer des espaces, enfin, matériellement, quoi. J'ai presque une vision matérialiste de ce que je suis en train de raconter, et notamment en écologie, parce que c'est ça dont on parle quand même aujourd'hui. C'est important à l'endroit des gens qui mènent des luttes, et c'est pour ça que le militantisme, on peut pas l'exclure, en fait. C'est juste pas possible, parce que les gens qui aujourd'hui protègent leur territoire, se battent contre les projets de standardisation du vivant, contre les multinationales, contre l'extractivisme, contre les projets nucléaires. En fait, c'est pas forcément des gens qui écrivent des livres à l'université. Mais par contre, ça veut pas dire qu'il y a des antinomies entre elles. Mais du coup, s'inspirer ou aller rencontrer des mouvements paysans, des espaces de lutte, en fait, ne peut que aboutir, je pense, à une forme de sophistication, en fait, de notre connaissance, et pas du tout à une forme d'appauvrissement, comme on nous le martèle, en fait, en France, encore et encore. Pardon, je suis un peu énervée, là. Mais c'est bien, il faut parler avec ses émotions. C'est très écoféministe aussi, c'est parfait. Donc oui, voilà, c'est contre ça un peu que je suis. Et c'est pour ça que... Ouais, merci. Et c'est pour ça que c'est pour ça que c'est important pour moi de dire que je suis militante, mais pas que. Et qu'en fait, ça fait 10 ans que je me tape de la philo et que je fais des études féministes et que je connais tous les... Et pourtant, encore, j'ai du mal à porter, en fait, ces deux casquettes. Et j'ai encore du mal à les lier, et j'ai encore du mal à être légitime à cet endroit-là. Et au-delà de moi, parce qu'on s'en fout que ce soit moi... Myriam Bafou, je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui si on veut mener un front de lutte écologique multi-situé, multispécifique et vraiment révolutionnaire. Pardon. Merci Myriam. Cette complexité, vous nous en parliez aussi, Chris et Pascal, en disant que voilà, vous étiez pour la complexité, le devenir sensible, l'être généreux. Je vous repasse la parole. Peut-être aussi en vous octroyant un tout petit peu plus de marge, parce qu'elle se partage à 2-6 minutes à chaque fois, donc c'est quand même un défi. Voilà, donc par solidarité. On ne va pas se battre. On a l'habitude très bien. De travailler ensemble et de s'auto-censurer, respectivement. Je vais rebondir un peu. Enfin, on est tout à fait dans le sujet avec la façon dont vous portez le combat. Enfin, j'allais démarrer cette deuxième partie en disant les outils du maître ne détruiront jamais la maison du maître. On est bien sur Audre Lorde. Et dans nos travaux, on est bien là-dessus aussi. C'est-à-dire que
il faut qu'on arrive à... Je repars un peu sur ce que je disais en introduction. On est enfermé sur tous ces sujets par un carcan institutionnel, politique, qui nous empêche de réfléchir finalement. Et donc, il est à un moment donné nécessaire, pour décrypter les outils du pouvoir, de leur substituer nos propres outils. C'est un travail qui nécessite de systématiquement aller analyser ce qui est en train de se faire, aller déminer, ouvrir l'huître avec le couteau, même si c'est un peu dur, et aller sortir ce qui se passe à l'intérieur. Je reprends encore... Je vais garder ce fil rouge de la question sécuritaire parce que je trouve que c'est emblématique en France, de la façon dont beaucoup de choses sont traitées, et le féminisme en particulier, mais aussi les combats écologistes. Mais il y a un outil qui est devenu une sorte de... C'est l'alpha et l'oméga de la recherche féministe, c'est les marches exploratoires. C'est un truc qu'on déteste absolument, qui est surutilisé. Et pourquoi on le déteste ? Parce qu'on est allé à la source de cet outil qui a été développé, qui serait censé permettre aux femmes de s'empouvoirer, permettre aux femmes de redécouvrir les espaces, permettre aux femmes de se sentir plus en sécurité dans les espaces. Au final, qu'est-ce qui se passe ? Tout le protocole est un protocole qui quelque part... embarque les femmes pour qu'elles-mêmes posent le cadre sécuritaire. Et ces marches exploratoires qui ont été définies au Canada il y a presque une trentaine d'années maintenant, elles sont finalement inspirées à 80% par la politique haussmannienne, c'est-à-dire la politique de l'espace défendable, la politique hygiéniste. Donc on est vraiment dans quelque chose qui, encore une fois, nous ramène à une façon de traiter l'espace public, la question des femmes à travers un prisme qui est extrêmement fermé. Par ailleurs, moi je suis sûre que si je vous emmène dans une marche exploratoire et je vous dis on va parler de sécurité, évidemment le premier prisme par lequel on rentre, on ne s'en sort plus, c'est-à-dire qu'on ne va plus voir que ces questions qui vont être liées au sentiment de sécurité, à l'angoisse, etc. Alors, dans ce contexte-là, nous, notre travail, ça a été de voir comment on pouvait faire exploser tout ça. Les narrations sont quelque chose d'extrêmement important. Retrouver des récits, travailler sur ces espaces avec les personnes et construire de nouveaux récits, travailler avec des artistes. Cette transversalité-là, nous, on l'utilise en permanence pour essayer de travailler autrement. C'est comme ça qu'on est arrivé à un certain nombre à notre tour d'outils, mais qui sont encore une fois pas immuables et qui sont voués à évoluer en permanence, dont les marches sensibles. Tu peux peut-être en toucher un mot. Donc sur la façon dont pour vous expliquer comment on est parti d'un outil qui était enfermant pour essayer de travailler et de créer un outil qui soit ouvrant, en fait, qui permette aux imaginaires de prospérer un peu plus. Donc si je reprends un peu et puis rentrer de façon un peu pragmatique, le souci qu'on a quand on travaille en tant qu'urbaniste, c'est que finalement, il y a des données statistiques avec l'INSEE que l'on connaît sur la plupart de la population habitante. On a des statistiques émanant des transports qui nous disent quels sont les flux journaliers à tel endroit. Là, on a énormément de données. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe réellement dans l'espace public ? C'est nada. On n'a rien d'autre à notre disposition que simplement de se déplacer, d'aller sur les territoires et de compter, d'observer, mais d'échanger. Mais observer, compter, ça ne suffit pas. On parle effectivement, Myriam le disait tout à l'heure, l'importance de la position située, c'est-à-dire d'où je parle, moi, en tant que femme ou personne non binaire, en tant que femme blanche ou un ressenti que je pourrais avoir qui serait d'apparaître comme une femme mais d'être un homme, de me sentir entre les deux, ou vraiment que sais-je. Donc tout ça, c'est du domaine du sensible, et ça, c'est de la richesse de données dans notre jargon qu'on dit un peu chaude. C'est qualitatif, mais c'est hyper intéressant à synthétiser, rendre disponible lorsque on est en phase de conception d'un espace. C'est-à-dire qu'on prend en compte, l'idée c'est d'aller prendre en compte les désirs, le récit, en fait, les idéaux, les utopies qu'on a toutes et tous quand on est dans l'espace public. Sauf qu'on se contraint, on est contraint dans
dans nos corps et dans nos idées, et qu'on répond bêtement à un questionnaire qui est oui, je passe là 10 fois par jour, oui, mais on n'a pas accès aux qualités et aux ressources qu'ont les individus. Donc on a essayé, face à ces marches exploratoires, on a travaillé avec une chorégraphe qui travaille beaucoup sur le genre. D'ailleurs, son nom, Cécile Proust, qui fait des vidéos avec son compagnon magnifiques sur les femmes. Et on s'est interrogé sur comment ramener du sensible sur ces notions de marche, de déambulation. Marcher en ville, c'est d'abord introduire son corps. C'est faire corps, c'est prendre corps, c'est donner corps aux ambiances urbaines. Marcher, ça révèle l'épaisseur du tissu urbain. En plus de le mettre en forme ou de le reconfigurer. Au gré de nos pas, sous leur contact, il y a des sensations qui montent. Il y a les piétonnes qui donnent vie, chair, aux espaces qu'elles traversent. Il y a des petites poches urbaines, des replis dans la ville, il y a des espaces qui offrent un angle de rue, une traversée de jardin, une odeur de mafé, un coup de vent derrière l'épaule, la chaleur écrasante du soleil sur l'asphalte. Tous ces petits éléments deviennent, en quelques heures, le temps de cette marche, pour quelques flâneuses, des points de repère, de rencontres, de parenthèses, de replis. Ailleurs, c'est des sonorités, des textures, des jeux d'ombre, de lumière. Et petit à petit, tout ça advient subtilement à nos sens et confère au lieu une identité. C'est ça qui est intéressant de reprendre, de collecter. Et parfois, ça opère beaucoup mieux qu'une signalétique qui vous dit à tel endroit, vous avez un point de vue. Magnifique, 3 étoiles, 4 étoiles, etc. Et tous ces éléments-là d'orientation aident à comprendre un parcours. C'est créer des liens éphémères et c'est inventer entre les espèces d'espace quelque chose, un tissu. Bria m'en parlait, reconnecter les choses. L'entre-deux, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On ne passe pas comme ça d'une place publique à une rue. On ne passe pas d'un espace de parc où on est enfoncé dans le végétal, dans quelque chose d'autre, au domaine urbain, minéral, comme ça aussi facilement. Le corps, en tout cas, réagit différemment. Donc il y a plusieurs objectifs dans ces marches. Il y a faire ressurgir, mettre en partage ces expertises d'usage dont je viens de parler, faire des vases communicants entre les savoirs et les compréhensions. Mais c'est aussi un mode d'action et une sensibilisation à la diversité. À travers un jeu de rôle qu'on propose, on observe la manière dont les individus perçoivent l'espace de leur quartier. Et il s'agit, dans ce jeu de rôle qu'on leur propose, de décaler leur point de vue, de se mettre à la place d'eux. Et ça, c'est pas toujours facile, mais c'est très enrichissant quand le groupe arrive à le faire. Et en général, ça marche au bout d'un certain temps. C'est-à-dire que chaque personne peut éprouver et s'interroger sur un persona qu'elle a choisi. Par exemple, changer de sexe, par exemple, changer d'âge, par exemple, changer de culture, d'identité, se queeriser. La démarche, elle est réflexive, elle oblige à apercevoir nos stéréotypes qui nous encombrent, nos idées reçues et les habitus. Si je décide comme persona d'être un homme de 30 ans, quelle épaisseur je vais donner à ce persona ? Sera-t-il issu d'une famille monoparentale, issu d'une famille homoparentale ? Sera-t-il un survivaliste ? Une personne qui accepte la complexité de sa part féminine et de sa part masculine ? Et tout ça va être intégré dans les sensations de la marche, de ressenti tout au long de la marche. Donc, in fine, il s'agit pour chacune et chacun de retrouver pleinement ce que veut dire habiter. Habiter dans le sens de flâner aussi, se réapproprier la flânerie. La typologie du flâneur est, comme Benjamin l'a souvent développé, c'est une position politique de quelqu'un qui est bourgeois, qui peut passer le temps au XIXe siècle à regarder la ville et à la critiquer, regarder ce qui se fait. En aucune façon, les femmes sont légitimes pour être des flâneuses. Donc là, à travers la marche sensible, on revient à cette position et on offre aux femmes, en groupe, en marchant, la possibilité de redevenir des flâneuses. Quel que soit son âge, quel que soit son genre, sa culture et son parcours, de reprendre de l'espace. Merci beaucoup, Pascale. Vous avez de nouveau amené parfaitement la question suivante, qui était justement celle des leviers. Dans votre travail, je m'adresse du coup en premier à Myriam, dans votre travail alors, du texte, de l'imaginaire, de la philosophie,
Quels sont les leviers que vous utilisez pour transformer les manières d'habiter le monde ? Et peut-être pour conclure, un mot aussi de ce que vos féminismes font aux manières d'habiter le monde et inversement, ce que ces manières d'habiter le monde font à votre féminisme. Levier, c'est vaste comme mot. Ça serait stratégie, ça pourrait être remplacé ou c'est pas forcément... Ça peut être stratégie, il peut y avoir des leviers non stratégiques, mais Oui, vous oui, pouvez oui. vous en parler de la stratégie. Oui. Non, stratégie, c'est presque un terme de droite, on peut dire. On va pas dire stratégie, on va dire pas levier, le dire. c'est bien. On peut le dire. Non, les leviers dans mon travail, où est-ce que... Ben là, par exemple, en ayant publié ce livre, voilà, j'ai publié mon premier livre il n'y a pas si longtemps et qui tourne quand même pas mal dans les endroits où je veux qu'il tourne. Alors, c'est pas pour dire que... Enfin, il est là où je voulais qu'il soit. Je crois que ça permet comment dire, ouvrir des conversations, créer des espaces de légitimité en termes de sujets. Alors, je dis de sujets dans le sens... une thématique et en même temps de sujet en tant que, enfin, de sujet politique, quoi. C'est-à-dire nous. Enfin, ce livre, il parle par exemple de dynamique de classe, donc de pauvreté, parle de sensualité, d'érotisme, parle de non-mixité, enfin voilà, de plein de choses qui, dans le milieu militant, sont pas nécessairement discutées, en tout cas de cette manière-là. Et je crois que en publiant ce livre et en le donnant, enfin vraiment en l'injectant aux espaces où je voulais qu'il soit, il a pu servir de levier pour avoir des conversations qu'on n'aurait pas forcément eues. On les aurait eues de toute manière, j'ai pas non plus changé le monde, mais je crois qu'il y a un peu un truc où ça a accéléré des choses. Et voilà, et c'est ça en fait mon levier, je crois, et ça va paraître tellement cliché, ce que je veux dire. Ça n'aurait pas pu marcher si je n'avais pas déjà un pied dedans, en fait. En fait, moi, mon but, c'est pas de venir et de faire la leçon aux gens. Enfin, en fait, j'ai pas du tout... ça m'intéresse pas de faire ça. Même, je pense que ça fonctionnerait pas. Pour que ce livre fonctionne, pour que les idées qui sont dedans fonctionnent, pour que les sujets politiques que je veux de nouveau être au centre de l'écologie, c'est-à-dire les classes populaires, les personnes racisées, les travailleuses du sexe, toutes ces personnes-là qui sont disqualifiées de toute la narration écologique qu'on connaît actuellement, pour faire un peu ce retournement-là et de mettre la marge au centre, pour reciter une autre autrice célèbre, je dois connaître en fait l'endroit où je dois être. Donc finalement, mon levier, je crois, ça n'est que, et c'est tout à fait critiquable, c'est pas universalisable du tout, mais c'est la manière dont je fonctionne, une forme de politique affinitaire, voire même de politique de l'amour. Ouais, je sais, je vous avais prévenu. Mais oui, mais en fait, j'ai besoin de me lier aux gens. Donc ça veut dire, je peux pas ni militer, ni même connaître un sujet. Enfin, le sujet que j'étudie... donc, qui sont les renouvellements intersectionnels, et je prends ce mot avec des énormes pincettes parce que, pareil, je trouve qu'il est complètement dépolitisé aujourd'hui dans ses utilisations. Donc, renouvellement intersectionnel de l'antispécisme, c'est là où c'est ça mon travail, les relations aux animaux non humains et ce que les théories décoloniales en ont à dire. Je pourrais pas faire ce sujet si ça sortait de nulle part, en fait. C'est parce que moi-même, je baigne dans ces espaces-là, je baigne dans ces réflexions-là, je baigne dans des groupes de discussion, de paroles, que je peux faire ce sujet. De la même manière, si j'écris ce livre aujourd'hui et si je viens parler d'écoféminisme, j'en parle dans des espaces auxquels je tiens ou qui m'importent, où ça veut dire que les gens, on a quelque chose à faire ensemble, en fait. Et c'est ça, le militantisme me permet de le faire, par exemple, plus que l'université, par exemple. Mais ça peut aussi, c'est pas antinomique, mais voilà. Et du coup, mon levier, c'est vraiment de venir et d'habiter, en fait, encore une fois, avec les gens. Ça veut dire faire du militantisme, par exemple, ou même des événements universitaires un peu en ville, un peu comme ce qu'on est en train de faire là, en fait, avec un temps très défini et des manières très formalisées de se connaître. Et après, chacune va rentrer chez soi, et peut-être qu'on se reverra, et peut-être qu'on se citera en note de bas de page, et ça sera super. Et peut-être que ça amènera à et voilà, j'en parle avec un peu d'ironie, mais je prends du plaisir à être là et à faire ce qu'on fait en vrai. Mais moi, dans mes leviers, ça peut pas, c'est pas suffisant. Enfin, il faut quelque chose de beaucoup plus de confiance, en fait. Il faut qu'on se fasse confiance. Et du coup, comment on se fait confiance pour bosser ensemble ? Pour moi, il faut qu'on habite ensemble. Je vois pas d'autre solution. Et habiter, ça peut être l'espace d'une semaine, ça peut être l'espace d'une ZAD, ça peut être l'espace d'une occupation, ça peut être l'espace de, comme ce que vous disiez à l'instant, en fait, d'aller occuper je dis occuper, c'est peut-être un terme beaucoup trop radical pour ce que vous faites, en fait, mais c'est presque une occupation de quartier, en fait, ce que vous faites en demandant aux gens de se transformer, de prendre la place, en fait. Et où est-ce qu'on prend de la place ? Comment on prend de la place ? Qui peut prendre la place aujourd'hui ? Et quand on fait ça, moi, ça me permet de connaître les gens et donc de me lier d'amitié, en fait, avec eux et tous ces cercles, et donc d'avoir une légitimité et donc de mettre en place des leviers. Mais si vous voulez, sans cette partie-là, où en fait les gens savent qui je suis, savent qui est Myriam, savent qui est
c'est super bizarre pour moi de venir et de proposer un travail ou de proposer des leviers parce qu'il n'y a pas... c'est même pas au sens de légitimité dans le sens « Ah, je suis une femme, donc j'ai pas le droit de venir ». C'est pas ça que je veux dire. C'est vraiment, encore une fois, un endroit sensible, émotif et, je dis, de l'amour et de l'affinitaire, quoi. Parce que, et ça j'y reviens toujours, les théories politiques aujourd'hui, notamment en écologie politique, même en philo environnemental, en éthique animale aussi, on les a en fait. On a toutes ces idées, on a tous ces appareils de pensée extrêmement sophistiqués, machin. Mais on n'a pas les gens qui se frottent au réel en fait et qui du coup se frottent aux impasses, aux contradictions, aux gens pour qui ça marche pas. Oui, ça j'ai promis c'était à la fin. et du coup moi je pense que mon levier il se situe à cet endroit-là de travailler avec les gens mais dans une forme de sympathie ou d'amitié ou encore une fois d'amour parce que je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur de ce mot mais ça c'est peut-être le sujet d'un autre colloque. Je vais un peu trop loin. Parce que c'est un terme politique en fait, éminemment politique. Et de là, pour moi, on peut créer des politiques d'habiter qui sont plurielles en fait. Et voilà, je vais terminer là-dessus en disant, pour moi, en fait, habiter le monde en féministe ou en écoféministe, ça n'est que de renforcer l'idée qu'il n'existe pas qu'une seule manière d'habiter. Parce que penser ça, c'est déjà être dans une forme coloniale d'habiter le monde en fait. Mais c'est hyper dur à tenir en fait, ce que je suis en train de dire, c'est on propose un projet, mais qui n'a pas vocation à être universalisable, applicable en tout temps, en tout lieu, qui tire un peu du militantisme, un peu de la théorie, machin, et qui est, même au sein de l'espace où je le propose, pas forcément valable parce qu'il y a des attachements, des amours, des impasses émotionnelles qui font que ça fonctionnera peut-être pas. Mais moi, c'est l'endroit où je suis, c'est là mes leviers, et c'est cette complexité-là qui m'intéresse. Moi, je suis ravie de pouvoir cohabiter, même si c'est de manière éphémère, cette table. Et pour ce qui est des liens affectifs, je vous signale que nous avons une nappe qui a été brodée par la grand-mère de l'organisatrice de notre table ronde. Pascal et Chris, je reviens vers vous pour ces leviers dont vous aviez commencé à parler. Est-ce que vous voulez soit approfondir cet exemple, soit nous en donner d'autres ? Oui. C'est difficile de rebondir parce que quel brio, j'adhère. Alors, j'ai envie de reprendre tous les termes et dire bah oui, bah nous aussi. Voilà. Pourquoi on fait tout ça ? Je pense que notre premier levier, nous, pour transformer nos manières d'habiter, ça s'appelle la militance depuis longtemps et l'activisme. Voilà. On a créé Jean Réville il y a maintenant 12 ans. Et bien avant, c'était plusieurs années d'activisme à la Barbe, où on a appris à prendre place au milieu des assemblées d'hommes et de dénoncer face à eux leur hégémonie. Donc c'était des grands moments de silence et de force entre femmes. On a utilisé l'arme de la dérision face à ces grands hommes blancs, comme on les appelait, en flattant leur entre-soi, juste on leur renvoyait des miroirs un petit peu. Et en les alertant surtout de ne pas changer leur méthode en introduisant des femmes dans leur fraternité. Et là-dedans, finalement, c'était en 2007-2008, et on s'aperçoit que c'est toujours vrai, qu'on peut toujours aller mettre nos barbes postiches derrière tous ces hommes qui dirigent et toujours leur indiquer la même chose. Donc ça, c'est aussi le revers de la médaille de la militance. On croit qu'on avance, on fait des pas en avant, et en même temps, tel Sisyphe, on repart en arrière et on recommence parce qu'on est fortes ensemble. Et ce que l'on garde de cet activisme-là, et ce qu'on a mis comme ingrédient activiste dans Jean Réville, ça nous permet en tout cas de garder notre intégrité et de pas effectivement flancher et de dire finalement oui, on va rentrer dans un féminisme mainstream et puis on comptabilisera le nombre d'hommes et de femmes dans cet espace-ci et dans cet espace-là, mais on n'ira jamais voir les enjeux de pouvoir qui sont derrière, ni imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble au lieu de faire à côté les uns avec les autres. Et finalement, on continue à dénoncer un système de domination masculine. On entretient aussi un rapport relativement ambigu avec l'État et ses institutions. En tant qu'agence d'urbanisme, on travaille pour les collectivités territoriales.
Donc on côtoie régulièrement de la commande publique. On y répond sagement, mais en y répondant sagement, on introduit quand même des choses un peu plus pernicieuses, je dirais. Quand on a démarré Genréville en 2012, il faut se rappeler que c'était l'époque de la manif pour tous et du retrait de l'ABCD, de l'égalité dans les écoles. Et nous, on arrivait, bonjour monsieur le maire, madame la maire, et nous nous appelons Genréville. Et à chaque fois, ça a créé quelque chose un petit silence, parfois une main un peu plus sèche. Mais qu'allons-nous faire avec cette histoire ? On veut bien que vous appeliez ce que vous voulez, mais surtout, ne parlons pas de genre. Ne parlons pas de ce mot-là. Ce mot-là fâche, ce mot-là clive. Alors, on n'était pas encore dans l'urbanisme féministe. Hein. On en était loin. Mais on a tenu. Et lors de nos premières recherches-actions, on a été, entre guillemets, droite dans nos bottes. Et on est allé débusquer, effectivement, ces questions de genre. Et on a présenté des rapports qui parlaient d'intersectionnalité, parlaient de femmes, d'hommes, de personnes cisgenres ou bien de personnes LGBTQI+. Et on essayait de porter et de transmettre la voix des unes et des autres. Donc on a choisi de faire avec, contre et parfois sans l'État. Mais souvent, comme on le disait à la Barbe, on n'a pas peur de mordre la main qui nous nourrit. Mais peut-être que toi, tu veux ajouter des choses. Non, mais en fait, moi, ce qui nous importe beaucoup, et même à titre personnel dans l'engagement, et je suis complètement raccord avec cette histoire du rapport situé, en fait. Et c'est essentiel, c'est central. De nombreuses fois, je me dis, mais j'ai une chance inouïe d'être une femme lesbienne, et donc à ce titre-là, de subir des formes de discrimination qui me permettent de rester en alerte, qui me permettent de rester avec une forme j'ai pas envie de dire de sensibilité, mais en tout cas qui vont faire que je suis réveillée. Je suis réveillée par ça, et ça m'oblige à agir. Ça me met dans une posture où j'ai entre guillemets, la puissance, ça me donne de la puissance. Et donc je pense que ça, c'est un point important, c'est d'aller chercher dans ces discriminations les éléments qui vont nous permettre de pervertir, en quelque sorte. On a utilisé ce terme-là tout à l'heure, mais de déformer les choses de façon à pouvoir à nouveau mettre un coin quand on est en train d'abattre ces arbres qui sont extrêmement lourds et grands. Je ne cherche pas à abattre des arbres, j'en plante plutôt en ce moment. Mais c'est de trouver ces outils-là. Je voulais vous lire un texte, mais ça va être un petit peu long, donc je vous donnerai les références pour aller le voir. On avait écrit pour la monographie d'une artiste plasticienne qui s'appelle Larissa Fassler, qui fait un travail extraordinaire sur presque un travail d'anthropologue en termes d'observation des espaces, de superposition et donc je voulais vous lire ce texte-là, mais c'est très intéressant parce que son travail, je vais vous lire au moins l'intro, c'est le sédiment d'un millefeuille de captation du vivant qui va de l'impersonnel à l'intime, qui en calques successifs d'éclats de voix, de couleurs, d'attitudes, de frottements, d'altercations, de retrouvailles, d'isolement, entre en résonance avec la superposition, là c'était sur la gare du Nord, des gares dans la gare, qui relie le métaphorique et le réel du sensible qui se confondent, s'accordent ou se font dans l'assemblage des escalators, des escaliers, des passerelles, des ascenseurs, machinerie dantesque où la modernité se reconstruit chaque jour. Et je vous lis juste la fin, parce que ce qui est intéressant dans ces gares-là aussi, c'est qu'à nouveau, l'ordre social est extrêmement présent, et bien qu'il y ait eu des mutations au fil des siècles, le régime, encore une fois, patriarco-capitaliste, qui pose toujours son empreinte sur la gare, il n'a cessé de le faire. Ordre et sécurité protègent le jaillissement de nouveaux temples de la consommation, desquels tout corps suspect ou subalterne doivent au mieux se confirmer et sinon disparaître. Corps suspects par leur présence, leur forme, leur secret. Corps subalternes par leur origine, leur genre, le statut social, qui n'ont de légitimité à être dans les espaces publics que par leur fonction et qu'on peut discriminer à l'envi au moindre dérapage, à la moindre suspicion de dérapage. Corps subalternes et suspects par leur parcours de migration, excentrés, stigmatisés, déshumanisés, à cacher ou à expurger. Voilà, je terminerai là-dessus. Merci Chris et Émilie, le mot de la fin. On était resté avec vous sur le projet de fabulation
Et du coup, peut-être que vous avez envie de poursuivre sur cette question des leviers dans votre travail. Alors pour soulever des leviers ou les actionner, il faut être aux commandes. Moi, je n'ai pas l'impression forcément de me retrouver à cette position. Mais quand tu parles justement d'affinité, d'amour, de co-construction et de relations, moi, ça me parle beaucoup. Et comme il y a eu lecture d'une autre personne qui n'est pas là, moi aussi, sur la table, j'ai la présence d'une personne que je voudrais convoquer qui n'est pas là, mais qui aurait pu tout à fait être invitée à cette table ronde, qui est une autrice de science-fiction qui s'appelle Katie Stewart, qui par ailleurs est psychologue clinicienne et qui s'occupe de personnes âgées en souffrance. Et par ailleurs, elle écrit de la science-fiction et elle a écrit aussi un livre théorique. Elle est française d'origine martiniquaise. Et c'est un trajet justement de lien de ce que ça fabrique une fois qu'on a publié un livre et que ça reste un objet qui a l'air séparé comme ça et qui existe sur les étals des librairies quand il est encore disponible. Ça, c'est un trajet justement de dialogue qu'il y a pu y avoir entre un livre que j'ai écrit qui s'appelle La fiction réparatrice, que j'avais publié en 2017, je crois. Et j'ai rencontré il n'y a pas longtemps Katie Stewart qui, elle, s'est saisie de choses que j'avais commencé à poser dans ce livre et qui l'a transformé et qui l'a questionné à partir de son propre rapport, à la fois en tant que psychologue clinicienne, parce qu'elle entrevoit un lien très fort entre son travail auprès des personnes âgées et la collecte de récits, de paroles qu'elle peut faire auprès d'elles et eux pour les aider à dépasser une forme de souffrance, et l'écueil dans lequel se trouve, selon elle, la science-fiction cantonnée à un genre majoritairement dominé par les hommes blancs, et comment on pouvait, par la fiction, réparer la science-fiction. Et on parlait de fabulation tout à l'heure, et je voudrais juste lire deux petites phrases qu'elle a écrites qui font écho et qui sont... je n'aurais pas... Quand c'est quelqu'un écrit mieux que soi, c'est bien de le lire, en fait. Le monde mélange de réalités matérielles, de relations négociées et de discours est complexe. Les récits que nous en faisons nous permettent de l'appréhender, de le déchiffrer, de le comprendre, d'interagir avec lui. Nous vivons en somme bien plus au contact des récits du monde que du monde lui-même, qu'il s'agisse de récits s'assumant comme tels ou de récits implicites. Et moi, je pense que, quelque part, si je reprends le petit flambeau qui a été passé de main en main, moi, quand on parle de fabulation, justement, reprendre à cet endroit cette question du contact avec des récits du monde plutôt qu'avec le monde lui-même, je pense que ça ouvre aussi tout un ensemble de possibilités et de fabriques fictionnelles et de nouveaux récits à mettre en œuvre. Quand je dis ça, j'ai aussi une critique à adresser à... par ailleurs, des formes de mise en récit écologique, mais qui se feraient au détriment de la littérature, donc qui serait de la fiction, mais dans laquelle il n'y aurait plus de littérature, qui sont des formes de scénarios possibles de vie, et que je trouve intéressants, mais qui manquent de puissance d'une certaine manière, parce que si on arrache la littérature, le style, c'est-à-dire la manière dont c'est écrit, on perd aussi une force de communication et de transfert. Je pense qu'il y a tous les schémas qui sont mis en action. Je pense à Donna Haraway ou à Vinciane Després, à Isabelle Stengers, que j'aime beaucoup et que je lis. Mais je trouve qu'il y a un danger à activer tous ces récits en les dépouillant de leur caractère littéraire. Donc juste je pense que dans cette idée de fabulation et de fonction fabulatrice, il ne faut pas perdre de vue la manière dont les choses sont véhiculées et l'importance de la littérature. Moi, j'ai écrit un livre qui est sorti au mois d'octobre dernier sur une figure importante de la littérature et de la théorie française qui s'appelle Monique Wittig. Et justement, c'est un exemple français très particulier d'une personne qui a été capable de ne pas séparer la théorie de la littérature. Et quand elle écrit de la théorie, il y a de la littérature dedans. Quand elle écrit de la littérature, il y a de la théorie dedans. Et sur cette puissance de frappe qu'elle appelait le cheval de Troie, c'est-à-dire cette possibilité de pénétration des consciences par l'intermédiaire de la littérature. Donc moi, c'est quelque chose auquel je tiens. Et je n'ai pas d'astuce spéciale pour comment on écrit en préservant la littérature dans la théorie, mais je pense qu'on a quand même une histoire qui est assez riche et qui permet
voilà, de poser des bases, en tout cas, de réflexion et de transmission qui permettent d'ouvrir davantage et de sortir des communautés uniquement ou strictement universitaires pour pouvoir parler à davantage de monde. Merci infiniment, Chris, Pascal, Émilie et Myriam, de vous être prêtés à ce jeu qui n'est pas facile. Donc, vous l'aurez compris, habiter le monde en féministe, d'abord, ça s'écrit au pluriel, ensuite, c'est radical, c'est collectif, c'est multisitué, c'est sensible et émotionnel, ça décloisonne pour reconnecter. Est-ce que... il y a des questions, des commentaires que vous aimeriez partager avec nos interlocutrices? Je vais me lancer. Alors, tout d'abord, pour rendre compte, alors peut-être nous avons co-organisé avec mes collègues et plus spécifiquement Anne-Sophie, donc ces 3 jours de colloque, et j'imagine qu'il y a peut-être un sentiment de déconcertation, c'est comme ça qu'on sait, déconcertement, puisque d'une certaine manière vous avez parlé très peu d'écologie. Donc il me semblerait important de revenir sur cette question-là, et moi ce que je peux appréhender, non pas en termes de perspective écoféminisme, mais de ce nœud qui se noue entre la question des femmes ou la question du genre et la question de l'environnement. Et je n'utiliserai pas le terme perspective écoféministe. Et du coup, il me semble qu'il faut revenir là-dessus, puisque le décalage qui peut être ressenti peut-être entre les précédentes interventions et ces interventions peut être quelque chose qui n'est pas facile à appréhender. Donc, est-ce qu'on peut revenir sur ce lien de manière plus frontale entre la manière dont vous nouez cette question du genre et cette question de l'environnement ou de l'écologie, mais pas simplement en termes de perspective écoféministe. C'est quelque chose qu'on a discuté un peu avant la table ronde, donc voilà. Merci Nathalie. Je crois en réalité qu'Émilie était précisément en train d'amener la question sur ce plan-là, hein, puisqu'elle terminait justement en posant la question des récits écologiques. Et c'était aussi ce sur quoi moi j'avais envie de poursuivre. Peut-être que nos interlocutrices n'ont pas assisté non plus n'ont pas pu assister aux tables rondes précédentes, donc leur dire qu'on a parlé de trajectoires terrestres, d'habiter les ruines, on a parlé de normes qu'il faut bousculer, avec à la fois des sciences politiques et sociales, des géosciences, des sciences du vivant. Donc, est-ce que c'est un débat effectivement que vous pouvez saisir pour essayer de faire le lien? Au-delà de la perspective écoféministe, mais il faudrait peut-être savoir ce que vous entendez aussi par... Enfin, pourquoi qu'on ne peut pas parler à partir de ça, selon ce que j'ai compris. Mais même sans parler de perspective écoféministe, moi j'ai... Ben, oui. C'est vrai que dans les travaux que j'ai faits sur ces questions-là, c'est pour ça que mes collègues oralistes avaient été invités. C'est dans le sens, ça s'inscrit en fait dans des espaces extrêmement concrets, cette subordination ou cette mise à part. Et on voit, c'est pour revenir là-dessus, quand on prend les travaux à l'international qui ont été commandés par l'ONU sur la place des femmes en termes d'adaptation au changement climatique ou dans les catastrophes écologiques, que ça va toucher de manière massive toutes les femmes que les hommes. Et ça, c'est une donnée qu'on arrive à chiffrer tout à fait. Donc il y a une question matérielle très, très importante, il me semble, dans ce débat qui relie écologie ou transformation terrestre et la question du genre. Moi, ce que je voulais dire à partir de là, c'est que précisément ma définition de l'écoféminisme n'est pas du tout, en fait, ni abstraite, ni théorique. Et je crois au contraire que
majorité du corpus écoféministe, et notamment décolonial des Suds, comme on aime dire ici, et pas du tout dans cette perspective. Donc moi, au contraire, j'aurais envie de valoriser la perspective écoféministe, précisément parce qu'elle nous invite à parler de situation matérielle, de lutte paysanne, de corps en danger, et enfin, je l'ai dit, de situations extractivistes, de lutte contre le nucléaire. Enfin, c'est ça, en fait, le vivier écoféministe. Bien sûr, la théorie, elle est nouée à ça, et il y a ça bouscule des paradigmes philosophiques extrêmement puissants, mais je pense que convoquer les écoféminismes, mieux que d'autres théories féministes, à mon sens, permet en fait de parler de la matérialité et du caractère charnel en fait de ce qu'on est en train de vivre. Mais charnel dans le sens nos corps sont en danger, quoi, et pas n'importe quel corps. Et justement, c'est ça ce que dit l'écoféminisme, d'autres écologies d'ailleurs, hein, l'écologie décoloniale, les écologies populaires aussi, disent nous ne sommes pas tous et toutes égaux et égales face à la catastrophe écologique qu'on est en train de connaître, et que les corps qui sont les plus précarisés ou violentés par le capitalisme et le patriarcat sont de fait les corps qui vont le plus pâtir en fait de cette crise écologique là. Maintenant, ce que j'avais quand même envie de rajouter, c'est que les écoféminismes et ce dont on est en train de parler là bousculent en fait la vision même de l'écologie et la définition même de l'écologie qu'on aurait. Et c'est pour ça que s'il y a de la déconcertation, c'est moi je trouve extrêmement bien. C'est ce qu'il faut, sinon pour moi ça fonctionnerait pas. Parce que justement parler d'écologie comme d'une situation purement matérielle, chiffrable, purement scientifique en fait d'une certaine manière, c'est une définition de l'écologie qui pour moi, nous vient des années 70-80, de l'histoire en fait de l'écologie, où déjà les romantiques ont été un peu mis de côté parce qu'ils faisaient pas de la vraie écologie, c'était trop dans les sentiments et la poésie. Bon, voilà. Et maintenant, on a les rapports du GIEC et tout, et c'est super. Moi, je pense qu'il faut chiffrer ça, etc. Mais ce que les écoféministes nous amènent à faire, en tout cas dans mon parcours, encore une fois, c'est justement de faire dévier cette définition de l'écologie et de dire, on peut parler de récit, on peut parler d'habiter, et en fait, quand on parle de ça, on parle d'écologie. En fait, c'est ça aussi le dépassement de cette déconcertation pour moi qu'il faut avoir, c'est que en fait, genre et environnement, désolé, mais n'importe quelle brochure, n'importe ça dont on va vous parler en institutionnel, et ça peut fonctionner pour des politiques, voilà, à l'ONU, etc. Mais concrètement, oui, le fait de savoir que dans des catastrophes naturelles, les femmes meurent 2 fois plus que leurs conjoints, tous ces trucs-là, les perturbateurs endocriniens, la nourriture carnée, tous ces trucs-là, on pourrait faire toute une conférence là-dessus pour vous expliquer à quel point les sujets... Alors voilà, on peut faire plein d'intersections en plus, handi, queer, on peut parler des personnes racisées en termes, des Suds en général, mais aussi à l'intérieur même de nos territoires, c'est-à-dire les personnes qui vivent dans des déserts alimentaires, dans des ghettos urbains, qui n'ont pas accès à de la nourriture de qualité. En fait, voilà, tout ça, c'est de l'écologie. C'est une écologie qui serait très matérielle et presque ingé de l'environnement, quoi. Et je suis pas en train de dire qu'il faut pas le faire, mais je crois que la force des écoféminismes, en tout cas de moi, ce que je propose dans mon travail aussi, c'est de revaloriser de tout ce dont on parle en tant que sujet écologique. Parce que l'écologie, pour moi, ça n'est c'est quoi nos politiques d'affirmation de la vie, en fait, aujourd'hui? C'est ça. Et du coup, on est loin de compter les trucs de CO2, les machins. Ça peut, mais cette écologie-là, pour moi, à un endroit, elle ne fonctionne pas, en fait. Si elle avait dû fonctionner historiquement, encore une fois, scientifiquement, il y aurait eu des changements. Et c'est pour ça que moi, je m'intéresse à d'autres types d'écologie, et je vais terminer là-dessus. Parce que du coup, en faisant ça, en fait, en hackant, d'une certaine manière, le message de l'écologie scientifique, occidentale, rationaliste, etc., on convoque d'autres types d'écologie, et notamment en parlant de sensible, d'émotion, et je vais dire le gros mot, de spiritualité, ce qu'il faut quand même le dire à un moment donné, sur une table ronde sur comment habiter, en féministe, et parler de décolonialisme, etc., on invite, en fait, encore une fois, à réinventer une définition de l'écologie à l'aune de théories décoloniales, en fait. Mais si on parle uniquement de chiffres et de matérialité et de taux et de machin, en fait, on évince une énorme partie du globe qui pense, en fait, et vive l'écologie d'une manière... je sais pas comment dire ça. Ça fait sens ce que je raconte ou... Ouais. Ok. Bon voilà, je m'arrête là. Oui, peut-être. Moi aussi. Oui, pardon. Peut-être pour répondre, moi je ne travaille pas directement sur l'écologie, donc je suis invitée dans ce panel, mais je pense que la mainmise en tout cas sur les récits, savoir quel récit domine, quel récit prend le pas. On voit bien qu'en termes d'écologie, c'est aussi à cet endroit qu'il y a des frottements qui se produisent. Je voulais juste citer la philosophe Catherine Malabou qui a réagi sur Facebook
hier à propos des soulèvements de la Terre. Elle écrivait « Arrêtons de salir le mot radicalisé et de l'associer systématiquement aux dérives sectaires. Oui, les soulèvements de la Terre est un mouvement radical. N'en déplaise à notre président, être radical, comme disait Marx, c'est prendre les choses à la racine. C'est beau, c'est nécessaire, la radicalité. » Et je pense qu'effectivement, il y a un pouvoir à prendre, notamment sur les récits, mais aussi sur les mots. C'est-à-dire que c'est très important de savoir qui a le droit d'employer quels mots, comment on les utilise, et également quels récits on veut voir fleurir. Donc je pense que cet endroit-là, en tout cas, n'est pas un endroit à délaisser. Donc c'est peut-être pour ça que moi, j'insiste sur ce mode d'action. C'est pas un mode d'action direct dans le sens où moi, c'est pas quelque chose qui ressort de manière précise dans mon travail, si ce n'est que j'ai été traductrice d'un livre sur l'écoféminisme. Mais je pense que, par exemple, pour la science-fiction, quand je citais cette autrice Katie Stewart, elle est tout à fait dans une lignée, enfin, elle n'est pas afrofuturiste parce qu'elle est française et qu'elle refuse qu'on l'associe de force à ce courant-là. Mais dans la science-fiction qu'elle écrit, justement, il y a des prises en charge écologiques, de possibilités d'autres récits qui sont mis en œuvre. Et je pense que la science-fiction a aussi beaucoup de choses à voir avec des prises de conscience écologiques. Donc je pense que ma parole était située à cet endroit, en fait. Mais en fait, ça vient vraiment s'imbriquer dans ce qui vient d'être dit. Et c'est que j'ai commencé tout à l'heure en disant qu'on était très, très méfiante vis-à-vis de l'institution, qu'on l'utilise de fait parce que ça nous permet aussi de travailler sur le terrain. Mais toutes ces institutions qui font des choses, l'ONU, tout ce qui est autour de genre et développement, remet encore souvent les femmes sous couvert de les aider, entre guillemets, remet souvent les femmes encore en situation de subordination. Donc on travaille vraiment très délicatement avec ces choses-là. On le vit, nous on travaille en Inde en ce moment, donc on est tout à fait dans cette position très coincée entre l'institution, l'Agence française de développement, le gouvernement indien et puis les gens avec qui on est sur le terrain. Et on voit bien que les réponses sont totalement inadéquates. Donc, encore une fois, il s'agit bien de revenir et de travailler depuis le terreau et de faire remonter les choses. Et en fait, les richesses sont là, les compétences sont là, les pratiques sont là, mais elles ne sont pas effectivement inscrites dans les grands schémas institutionnels, effectivement, qui sont des schémas occidentaux essentiellement. Donc voilà. La deuxième raison pour laquelle on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, c'est que nous, on avait pas mal d'incises sur l'écologie, mais le schéma temporel était très court, donc on a zappé pas mal de choses aussi, il faut bien le dire. Oui, non, mais on peut citer plein de choses. Par exemple, droit des femmes et droit à la ville et biodiversité sont en opposition constante par rapport à est-ce qu'on peut éclairer un espace, est-ce qu'on doit l'éteindre, et qu'est-ce que ça veut dire. Enfin, toutes ces choses-là sont remises en cause en permanence et sont mises en confrontation, alors qu'elles n'ont pas à être mises en confrontation. On travaille beaucoup là-dessus aussi. Éclairer un espace, ça ne veut pas dire l'arroser de lumière. Rendre un espace non anxiogène ne veut pas dire l'arroser de lumière. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles on travaille qui sont en lien direct avec la question de l'écologie. Et en plus, si on reprend tout ce qui sont dans les grands enjeux qu'on a définis autour du genre, et notamment l'enjeu économique, il y a beaucoup de choses qui se jouent aussi à ce niveau-là. Donc, mais pour ça, il nous faudrait toute l'après-midi, peut-être toute la journée, pour pouvoir développer vraiment et aller en incise sur ce sujet-là. Donc voilà, c'est juste un peu court pour faire bref. Merci beaucoup pour ces interventions. Moi, je me posais la question vous avez toutes beaucoup insisté sur la nécessité d'avoir une espèce de politique affinitaire, d'habiter des espaces qui sont affinitaires. Et du coup, ce qui est quelque chose qu'on retrouve dans plein de mouvements écologistes notamment. Et du coup, je me posais la question de justement, comment est-ce que vous travaillez le passage à des espaces qui sont nécessaires, enfin qui sont pas affinitaires. Je veux dire, par exemple, habiter un quartier, peut-être par rapport à votre travail,
en fait, nécessairement, on est confronté à des gens qui ne sont pas du tout en affinité avec ce qu'on pense, quoi. Et donc, mais ça marche aussi pour quand j'ai l'impression, quand on porte une lutte. Enfin, voilà, est-ce qu'il y a cet enjeu presque d'aller convaincre des gens qui ne sont pas d'accord dans des espaces communs, quoi, qu'on partage, et comment est-ce qu'on travaille, du coup, ces espaces pour peut-être, ou est-ce que ce n'est pas du tout une question, mais pour peut-être essayer d'intégrer d'autres... Enfin, des gens non en affinité d'une certaine manière. Merci. Oui, alors on a un petit peu évoqué rapidement, on ne fait pas de l'urbanisme surplombant. Notre méthode de travail, c'est effectivement de la recherche-action, c'est-à-dire être présente en affinité avec les personnes qui sont sur les quartiers. Mais quand je dis les quartiers, ce n'est pas que les quartiers du 9-3. Ce sont aussi les quartiers bourgeois. On a travaillé par exemple avec le groupe des Monumentales sur la place du Panthéon. Et donc on a travaillé avec les habitantes, avec les étudiantes, avec les touristes. Voilà. Donc les publics sont tout à fait différents et on ne cherche pas à imposer quoi que ce soit. Je dirais, là où on impose le plus, c'est peut-être vis-à-vis des chefs de projet, vis-à-vis des architectes, vis-à-vis... où là, on garde une certaine radicalité pour leur dire vous pensez que vous faites pour tout le monde, c'est votre discours. En fait, on vous démontre par A plus B, en faisant ces fameuses études sensibles de terrain, en amenant de la donnée, on vous démontre que vous ne faites pas pour tout le monde. Vous oubliez, notamment quand vous parlez des femmes, vous dites les personnes vulnérables, les personnes à mobilité réduite. Enfin, on englobe tout ça, les femmes, les enfants d'abord. Quand on commence à dire que les femmes représentent 52% de la population urbaine, elles sont majoritaires. Donc il faut changer le regard des architectes hommes, des chefs de projet hommes qui, effectivement, disent d'abord, faisons de la structure, faisons des routes, des réseaux, faisons que les choses fonctionnent, et après on adaptera pour le vivant. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a des corridors pour les animaux qui traversent Paris, mais on ne vit pas avec et à côté de ce vivant-là. On contraint les arbres dans des alignements, on dit non, il ne faut surtout pas mettre des végétaux qui soient aussi accessibles parce qu'ils donneraient des fruits, parce que les gens vont récolter et vont abîmer. Enfin, il y a une vision... je parlais tout à l'heure des espaces verts. On reste encore dans la dénomination, même des structures qui organisent et qui gèrent la ville. On est dans les espaces verts, les espaces publics, les transports, enfin, ces choses très, très normées et une vision, encore une fois, androcentrée, c'est-à-dire de ce point de vue de l'homme qui... à l'origine de l'urbanisme qui était cette période haussmannienne où on a bouleversé ce qu'était le vivant pour arriver à quelque chose de sécuritaire, de gérable dans tous les sens du terme, et économique, et simplement pouvoir gérer les eaux usées, les arrivées d'eau, et politique. Voilà. Donc nous, on a ce côté... où je dirais l'apport des luttes féministes, des luttes sociales et écologiques nous renvoie aussi à des spécialisations nouvelles. Le fait que les Gilets jaunes aient porté leurs revendications sur des ronds-points. D'un seul coup, c'était de l'espace public, mais c'est de l'espace public qui, au départ, était vu comme simplement quelque chose à la limite de neutre, qui servaient à se déplacer. Et par contre, ce sont devenus des épicentres forts d'une voix portée. Donc nous, ça nous interroge dans le sens où il faut qu'on renouvelle constamment notre boîte à outils quand on travaille avec les politiques et avec les maîtrises d'œuvre. Donc tout notre travail est assez fin et assez mouvant, en fait. C'est une remise en question permanente. Et je rajouterais juste une chose, je ne veux pas prendre la parole de tout le monde, juste pour compléter sur la façon dont on veut travailler avec les différents publics. C'est aussi, alors, pas d'approche descendante, et ça, c'est vraiment ce que disait Pascal. Je crois qu'il faut beaucoup d'humilité dans ces métiers-là pour pouvoir être en situation de buvard. En revanche, là où je pense qu'on a un rôle qui est un peu plus
entrant, c'est de proposer des perspectives. C'est-à-dire que quand on travaille avec des publics, les publics sont enfermés souvent dans les stéréotypes, sont enfermés dans les normes. Et donc c'est pour ça qu'on a développé ces outils, les marches sensibles, les ateliers des désirs, on va distribuer des choses. Je vous donne un exemple très précis. On avait une commande pour travailler sur des arrêts de bus. Alors, hein, donc on a fait cette commande, mais au final, donc, les gens avaient très peu de choses à sortir dessus et on a sorti un jeu d'images avec des arrêts de bus les plus invraisemblables qui soient. Il y en avait en forme de fraises, il y en avait, c'était des grands fauteuils comme un salon très, très confortable, il y en avait d'autres qui étaient très futuristes, etc. Et ce sont ces images-là, de ces images-là que les gens se sont emparés et tout d'un coup ont ouvert le champ de ce qu'ils auraient aimé, c'est-à-dire à la fois le confort, à la fois le rêve, à la fois, enfin, toutes ces choses-là qui sont sorties et qui étaient totalement absentes de la première partie du débat. Donc c'est là où on peut avoir un rôle à jouer tout en essayant de ne pas imposer quoi que ce soit, mais plutôt de mettre en appétence, en fait, quelque part, et d'ouvrir sur des stéréotypes, parce que c'est vrai que si on cherche à résoudre des questions de discrimination dans l'espace public, ben les gens sont tellement enfermés par le discours principal qu'ils ont du mal à sortir du cadre, en fait. Donc c'est là où on va essayer de bricoler des choses, en fait. Merci Chris. Je ne sais pas si vous voulez réagir aussi. Moi, je peux essayer d'être courte, promis, parce que c'est une question qui me touche, je la trouve bien. Je veux juste dire que, pour clarifier, moi, je ne dis pas, comment dire, que mon mouvement politique, c'est un mouvement je crée de l'affinitaire dans les espaces où j'arrive. C'est plutôt l'inverse, en fait. C'est que les espaces que je fréquente, je politise les affinités que j'ai à l'intérieur. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Ça me paraît très étrange, justement, d'être dans un endroit où je dirais il faut que je devienne amie avec tout le monde pour qu'on fasse de la politique ensemble, en fait. Non, mais tu vois, il y a un truc un peu... c'est, pour le coup, une stratégie qui est très questionnable éthiquement, quoi. Je n'irai pas forcément là-dedans. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est que je me retrouve, à cause de mon parcours, mes études, mes fréquentations militantes et mes compagnons de route universitaire, à des formes d'intersection dans des espaces qui sont... je trouve extrêmement complexe. Il y a peu de gens qui me ressemblent qui sont aux endroits où je suis, en fait. Et si j'y suis, c'est parce que j'ai des amis, des amours, des gens sur qui je compte dans ces endroits-là. Et ces choses-là ne sont pas accidentelles. Et du coup, je veux être reconnaissante de ça, mais pas dans une forme de béatitude morale un peu mignonne, quoi. Ça peut, mais c'est pas, il ne faut pas que ce soit que ça. Mais de politisation, en fait, de qu'est-ce qui se noue entre nous à cet endroit-là pour que je reste et pour qu'on se retrouve et pour qu'on continue, en fait, à militer ensemble. Et ça m'intéresse parce que, contrairement à ce que vous avez dit, je trouve pas qu'on retrouve ça dans plein de mouvements écologistes. Je trouve pas du tout. Je trouve que les mouvements écologistes, moi je connais moins les institutions, mais quand même un peu. Mais même dans le milieu militant, on parle pas d'affinité, on parle pas d'amour, on parle pas de confiance, machin. On parle de front de lutte, on parle de détruire le capitalisme ensemble, on parle. Et il y a même des fois où on reproduit complètement en fait un vocabulaire de guerre en fait et un truc très très belliqueux. Ce qui encore une fois, je tiens bien à le dire, hein, c'est pas, je veux pas abolir ça non plus. Je pense qu'on a besoin. Notamment les soulèvements de la terre, là, ce qui est en train de se passer, ils peuvent pas faire autrement que de dire on est une armée, quoi, quasiment, parce qu'en face, on a un pouvoir qui est tellement violent et démesuré que voilà. Mais, et ça m'amène à la question, enfin, le mot très important, en fait, là-dedans, à quel endroit on peut convoquer des politiques du soin, en fait. Et pour moi, qui ne sont que des politiques écologiques, encore une fois. Parce que prendre soin de ce qui est en train de résister, en train de mourir, en train de vieillir, en train de dépérir, mais aussi en train de naître, en fait. Et donc... Enfin voilà, il y a une espèce de... Même le mot vivant, en fait, je l'aime pas trop parce que du coup, il cloisonne comme ça l'écologie à un truc presque validiste. En fait, tout ce qui est en vie, c'est bien et le reste, non. Alors qu'en fait, la mort, par exemple, ou les processus de mort, de décomposition, ce qu'on perd, comment on maintient les mémoires, qu'est-ce qu'on maintient en vie, comment... Tout ça est profondément écologique aussi, hein, surtout au niveau de la question des récits. Du coup, voilà, je dirais que moi, je politise les affinités qui sont déjà existantes, que ça me paraît être un travail écologique hyper important qui est assez peu fait, je crois, et qui... est fait, comment dire, qui n'est pas distinguable ou distinctif de ma pratique féministe, en fait. Ça va ensemble. Et du coup, il n'y a pas le côté de « Ah, on fait des choses un peu mignonnes ensemble, mais en fait, je suis vraiment une chercheuse et je fais des trucs rigoureux. » Non, non, et ça doit vraiment aller ensemble. Et quand on lit, encore une fois, hein, désolée, j'y reviens toujours, mais les textes des théories décoloniales, quand on lit Bellous, quand on lit Audre Lorde, quand on lit les afroféministes, en fait... presque, c'est elles qui savent mieux parler de sororité, en fait, je crois, que ce mot qui est balancé un peu n'importe où tout le temps pour
sous-tendent des politiques qui ne parlent pas du tout d'émotion, en fait. Donc voilà, si on va aller à cet endroit-là, je pense qu'il faut prendre très au sérieux, en fait, ce terme d'affinité, et ne pas le considérer comme une espèce d'accident ou je sais pas, de parti qui n'aurait pas... qui serait privé, en fait. Voilà. Et on revient à ce truc de privé-public, en fait. Et moi, je cherche finalement qu'à politiser le privé. Et ce qu'on pourrait me reprocher, par contre, c'est de dire que tu fais rien pour les trucs publics. Ça, c'est vrai. Enfin, Non, mais c'est une critique que je prendrais très, très, très bien parce qu'elle est plutôt vraie. Mais je pense qu'on a besoin de tout le monde à différents endroits, quoi. Mais voilà, c'était juste pour clarifier et essayer de répondre plus clairement. Merci Myriam. Émilie, peut-être le mot de la fin. Ouais, je crois qu'on va devoir rendre la juste super rapidement, tu parles de Audre Lorde, je pense que c'est elle qui disait justement qu'est-ce qu'on fait quand on est entre féministes et qu'on ne s'aime pas. Moi, c'est un problème que j'ai rencontré fréquemment autour d'un livre autour de Monique Wittig, parce que beaucoup de prises de parole transphobes, par exemple, et c'est là où ça recoupe avec l'écologie, parce que voilà, il y a des discours, des récits qui sont inventés, qui expliquent que les personnes trans balancent des hormones dans les nappes phréatiques et qu'il y a une hermaphrodite, une transformation hermaphrodite des espèces et un impact écologique de la prise d'hormones. Et par exemple, qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve face à des personnes comme ça, clairement, qu'on n'aime pas? Faut être en forme, mais il faut avoir envie. Mais des fois, c'est possible, effectivement, de prendre le temps de discuter, de retourner et de rendre la discussion absurde et de transformer à partir d'une détestation, au lieu de ressortir quelque chose où on aurait envie d'étrangler la personne en premier lieu. Finalement, on peut un peu déplacer et voilà, proposer autre chose. Et là, effectivement, en termes de récit écologique, on peut donner d'autres idées de lecture un peu plus saines aux personnes qui posent des questions en fin de séance. Voilà. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous.